BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous, bon week-end bien sûr et merci de nous rejoindre. De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech de la fin de semaine sur BFM Business. Vous le savez, à la radio, à la télé, on est aussi sur la chaîne YouTube de Tech Co. Et puis bien sûr sur la verticale Tech Co. Vous le savez, aujourd'hui Tech Co, c'est l'émission que j'ai le plaisir de présenter tous les soirs sur BFM Business. C'est une chaîne de télé 24/24 sur les box et c'est aussi tout l'univers web que dirige en partie Raphaël Grabli, qui est avec nous. Vous le savez de quoi je me mêle. Donc tout à l'heure, on va s'intéresser à l'USB. Tiens, on va remonter un petit peu sur cette innovation tech qui a carrément bouleversé notre quotidien. Sans USB, ça serait compliqué d'échanger des fichiers, même maintenant s'il y a le cloud. On en parlera avec Lionel Paris, qui est un spécialiste sur ce sujet, qui sera là. Et puis je vous rappelle bien sûr toujours le hashtag DQJMM si vous voulez nous joindre, ou la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Le club de la presse IT pour commencer avec Raphaël Grabli qui est là. Donc bonjour Raphaël. Salut François. Rédacteur en chef adjoint donc de cet univers Tech Co, je le disais, l'émission de télé le soir sur BFM Business, la chaîne de télé et puis donc sur le, web. Le site web où toute l'actualité tech vous est résumée heure par heure au quotidien. Je vous invite à la découvrir. Il suffit d'aller sur bfmtv.com et on va dans la catégorie tech. Voilà. Et vous tombez dans l'univers Tech Co. En face de Raphaël Grabli, l'indispensable Anthony Morel. Oh, je ne sais pas si je suis indispensable, mais c'est gentil. Merci. Bonjour François, bonjour Raphaël, bonjour à tous. Salut Anthony. On te retrouve bien sûr tous les matins dans Good Morning Business. Yes. Voilà, la matinale de BFM Business avec Estelle Denis sur RMC du lundi au vendredi. Et donc, dans De quoi je me mêle, on va commenter ensemble l'actualité de cette semaine et commencer par cette histoire incroyable de Meta. Vous savez que là, on est à quelques semaines du lancement d'un méga casque de VR de Meta. Je sais que Meta mise beaucoup là-dessus parce que c'est vraiment une innovation technologique, etc. Ça sera peut-être un pas de plus vers le fameux métavers de Mark Zuckerberg. Sauf que c'est un démarrage qui est un petit peu, qui tout saute un peu, j'ai l'impression. Oui. Ouais. Mais c'est une histoire comme on les adore, celle-là. C'est l'histoire d'une énorme boulette, en fait, parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'oublier votre brosse à dents à l'hôtel ou d'oublier un câble USB, ça peut arriver. Par contre, oublier un produit high-tech en face de prototypes ultra secrets qui doit être présenté quelques jours plus tard, ça c'est un petit peu plus embêtant et c'est ce qui est arrivé à... Alors, on ne sait pas trop, probablement un ingénieur de Meta, toujours est-il qu'un de ces casques de réalité virtuelle, donc un MetaQuest Pro, puisque c'est son nom, le nom de ce futur casque, eh bien il a été oublié, laissé dans une chambre d'hôtel. Il a été retrouvé par un employé de cet hôtel, alors qui s'est empressé évidemment de faire des petites photos et une vidéo et de mettre tout ça sur les réseaux sociaux, parce que sinon ce ne serait pas marrant. Et donc on a toutes les images de ce nouveau produit. Donc on le voit pour ceux qui nous regardent en vidéo. Donc c'est un casque qui est un petit peu plus compact, un peu plus petit que les modèles actuels, un peu plus élégant aussi, on pourrait dire. Il ressemble un petit peu à l'HoloLens 2 en termes de form factor, même si c'est pas le même type de casque, parce que là on parle d'un casque de réalité virtuelle, avec des petites manettes qui vont avec, il y a le petit packaging qui va bien. Alors il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui se sont demandé dans un premier temps si c'était pas un fake, tout simplement, si les images étaient authentiques. Il y a toujours des doutes. Moi, mon avis, c'est qu'à 99%, c'est pas un fake, ou alors c'est vraiment le fake le mieux réalisé du monde, parce qu'on a vraiment un produit qui est très bien abouti. Il y a le packaging qui va avec. Et puis il y a des gros plans quand même, il y a des gros plans sur les produits. Voilà. Tu as le petit sticker qui aurait pu être ajouté, c'est-à-dire avec échantillon, prototype pour ingénieur, ne pas revendre. Enfin voilà, tout ça semble en tout cas très 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 bien réalisé. Après, la question qu'on peut se poser, et je vais vous la poser d'ailleurs, c'est est-ce que, à votre avis, et c'est ce que les esprits mal intentionnés forcément se disent, est-ce que tout ça n'aurait pas été orchestré, fait exprès par Facebook pour se faire un petit peu de pub avant le lancement de ce produit ? Je laisse Raphaël ouvrir le débat. C'est à qui profite le crime ? Quel intérêt ? Il y a des fuites qui ont de l'intérêt. Moi, je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou pas, mais il me semble que pour le lancement, je sais qu'il y a eu des fuites pour le lancement du premier iPad, je me souviens très bien, en 2010, il y a eu des fuites sur les prix, avec des prix qui étaient de l'ordre de 800 ou 1000 $. Ce qui fait que quand Apple a annoncé l'iPad à 500 $, ça paraissait pas cher. Et donc forcément, c'était vachement dans l'intérêt d'Apple. Donc je ne sais pas si ça a été documenté depuis, mais voilà, on s'est toujours dit que ces fuites avaient été plus ou moins orchestrées par Apple. Des boîtes qui orchestrent des fuites, il y en a tout le temps. Moi-même, franchement, j'ai déjà été approché par des fabricants de smartphones. Alors,
c'est ni Apple ni Samsung, on va pas se mentir, c'est souvent des fabricants un peu outsiders qui essaient de faire un peu parler d'eux. Oui, c'est ça. Qui m'ont dit tiens, tu veux pas organiser une fuite, quoi, c'est-à-dire tiens, tu sais que sur ce salon il y a notre smartphone qui est là, si tu fais attention c'est le nouveau modèle, enfin bon voilà, ils essaient de faire parler d'eux. Malin, ça. Putain, j'ai jamais eu ça, moi. Ah si, Moi non plus, j'ai jamais eu ça. Ah, ouais, Jamais, c'est pas jamais. mal. C'est arrivé. classe, franchement. Ça m'est arrivé 2-3 fois, des boîtes qui me disent tiens, tu veux pas qu'on ouais. voilà. Anthony et François. Ah ouais, non, mais là, c'est désolé. une forme de consécration. Bon, Franchement, c'est Raphaël pas mal du tout. quoi. Raphaël Grabli nous regarde d'en haut. Ah oui, non, en mais fait. c'est ça. Je vous fais coucou. Nous Non, mais- surplombe. Attends, Nous c'est fait pas- coucou. c'est ni Apple, ni Samsung, ni Huawei. Ouais, hein. non, voilà, bon, mais- après, ça enfin, aurait c'est des pu marques- nous arriver. C'est des marques qu'on connaît bien quand Bien même. sûr. Voilà. Donc, des fuites qui sont organisées à un but commercial, ça existe, évidemment. Maintenant, là, je me demande, c'est l'intérêt de Facebook, parce que honnêtement, les images, elles sont quand même pas hyper flatteuses. Non. Le casque, il est quand même... Tu vois, quand on voit l'intérieur avec les deux espèces de dieux comme ça, c'est quand même pas méga flatteur, surtout par rapport au rendu 3D et sûrement au film qu'on verra, je crois que c'est le 11 octobre. Hein, 11 octobre. Ouais, le 11 octobre. donc c'est juste la question que je me pose, c'est finalement la vidéo n'est pas forcément très flatteuse. Et puis oui, est-ce que ça fera un peu de promo? Je suis même pas sûr. Donc vraiment, et en même temps, je me dis comment oublier ça, Mais quoi. c'est ça, c'est tellement C'est gros, comment en est-ce fait. qu'on arrive à Je suis- oublier Je suis assez Comment d'accord avec oublier toi, ça en fait. Moi, c'est Oui, pareil. parce que c'est vrai que c'est pas un trombone que tu oublies. Non, mais c'est ça, ou un et même, téléphone. Attends. il y a l'iPhone 4 en 2010 aussi, Ouais. où c'était Ça aussi, Gizmodo. ça avait été Ça, c'est génial. un sacré coup. Là. Mais pour le coup, c'était un vrai oubli. Ah, ça, Là, c'était un vrai c'était sûr. oubli. Et là, bah, Apple était foudrage. Ah, bah, il y avait Moi, une descente, je il y me avait une souviens. descente. Steve Jobs l'avait demandé lui-même, l'avait réclamé et ça avait pas. Et il y avait une descente de police chez Gizmodo, qui était Ouais, le non, non, média mais qui ça avait ça révélé avait été l'affaire. très très Il loin. faut rappeler cette comment ça histoire-là. s'était passé. En gros, c'est un ingénieur qui avait oublié Un donc proto d'iPhone 4 dans un bar. en disant il dira plus tard j'avais un peu abusé de la bière allemande ce soir-là et donc Gizmodo, donc site high-tech bien connu, l'avait racheté pour $5,000 et donc avait publié toutes les vidéos avant la sortie avant la présentation officielle. Et ça, Apple, Ça, ils je aiment pas trop. sais pas s'ils ont été réinvités à des événements Apple depuis, mais ou en ouais. tout cas ils ont dû Ça a être mis du bannis temps. pendant un peu de Et, temps. et là, pour le coup, ça a été procédure judiciaire, descente de police, il me semble. Enfin voilà, c'était quelque chose d'autre. Non mais Bon, là, et puis bon, en vrai, c'est quand même un produit que pas grand monde attend. On va pas se mentir. Je veux dire, nous, évidemment, on est geeks. On sait qu'il y a l'événement Facebook le 11 octobre, qu'il y a ce casque de réalité virtuelle qui est censé être meilleur que ceux d'avant. Mais enfin, je pense pas que dans la rue, les gens se disent. Oui, je vais courir Il pour y a aller le acheter. casque de ce- Facebook qui arrive. Non, mais c'est clair, déjà c'est clair. l'iPhone, je veux dire, déjà même l'iPhone, les gens Oui. savent même pas forcément que c'est en septembre. Alors chaque année on en reparle, etc. Mais je pense que 90% des Français ne savent même pas que l'iPhone c'est en septembre. Alors le casque de réalité virtuelle de Facebook, je pense que tout le monde s'en fout. Mais là, ça paraît. Le truc, c'est que ça paraît. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec toi, mais du coup, je comprends pas parce que c'est trop gros, quoi. C'est-à-dire que le truc, c'est que Ouais. en plus, il y en a pas un seul. Apparemment, il y a plusieurs boîtes qui ont été oubliées dans cet hôtel. Elles sont retrouvées par un mec qui, en plus, c'est qui s'y connaît un peu parce qu'il faut savoir, si tu veux, Oui, que c'est un bien nouveau sûr, produit qui est pas bien sorti sûr. sur le Ouais, marché. ouais, ouais. Il Un aurait pu employé dire, ah, c'est d'hôtel des ne sait casques pas que c'est. Voilà. Ah, voilà, là, c'est un mec un peu geek qui s'y intéresse, qui va publier Ouais. le truc sur les réseaux Non, mais sociaux. est-ce que c'est pas C'est plutôt quand même, une mauvaise livraison plutôt qu'un peut-être. oubli, tu vois, Peut-être. un truc qui a été livré dans la mauvaise chambre. Enfin, non, mais je veux dire, oublier des cartons de casque, pour moi, c'est pas possible. Donc c'est plus, c'est pas pour ça que c'est faux, mais à mon avis, il y a autre chose. C'était dans quel pays ça? C'était aux États-Unis. Ah, il n'y a pas Chronopost là-bas, donc c'est pas possible. Non, il y a ni Chronopost. Alors, attention, j'ai pas envie de me faire attaquer par Chronopost. C'est une plaisanterie, bien évidemment. Chronopost, ça marche de temps en temps. Ils peuvent pas hein. t'attaquer, il faudrait t'envoyer une lettre. d'avocat. Ça marche de temps en temps, j'adore. Allez, Ouais. on, Non, mais on c'est- ferme la parenthèse. Non, mais mais alors, juste sur ce truc, c'est vrai que il y a toute une mythologie et un folklore dans la Silicon Valley autour des fuites organisées ou pas. Et c'est vrai que c'est assez régulier. Ou alors souvent, tu sais, tu as quelques jours avant une keynote ou une sortie sur le site internet, tout à coup les produits qui apparaissent. Ouais. Je sais pas pourquoi pendant une ou deux Puis minutes. après, il y a- Ouais, il y, a- ouais. il y a des listes de journalistes qui sont mieux informés que les Bien autres. sûr, Voilà, bien sûr, t'as évidemment. tout ça. Zuckerman, Bah, un de peu comme Bloomberg. toi, là, dans cette histoire, quand tu nous racontais ton histoire. Oui, mais Tu étais un peu dans la confidence, en quelque oui, sorte. non, mais là après, je parle d'Apple, Samsung, Oui, 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 machin. bien Là, sûr, on a bien quelques sûr. journalistes, mais forcément, là, pour le coup, les journalistes bien informés, ils sont dans les pays où c'est Voilà. où il y a le siège en Mais, général. mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a quand même. Comment dire, il y a énormément, il y a pas tant de fuites que ça, je veux dire, qui sont organisées. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la conception d'un produit, encore plus aujourd'hui qu'à l'époque de l'iPhone 4, elle est tellement morcelée, ça va de la conception du produit par les ingénieurs dans un pays, jusqu'à la fabrication par des sous-traitants, des dizaines de sous-traitants un peu partout dans le monde, jusqu'à l'assemblage, puis ensuite il y a le packaging. Enfin voilà, ça crée quand même des opportunités de fuite qui sont multiples et qui sont pas forcément volontaires pour le coup. Et sachant que ça va jusqu'à, enfin tu vois, en Chine, il y a des gens qui proposent
de l'argent, typiquement chez Foxconn, à la sortie des usines, pour essayer de récupérer un bout de prototype, un truc, avoir le form factor du prochain iPhone pour pouvoir fabriquer les coques qui iront avec. Donc, en fait, tu as tout ce truc, tout ce maillage qui fait que finalement, les fuites, elles sont occasionnées d'une manière ou d'une autre, quoi. C'est pas forcément volontaire. Soit on s'appelle Apple et on a les moyens d'éviter des fuites, parce que franchement, qu'il n'y ait pas la moindre photo des iPhones qui sortent depuis maintenant quelques années. On a des rendus 3D, machin, selon les informations, mais des photos des iPhones qui sortent, moi je trouve que c'est une prouesse quand même incroyable d'arriver à balancer des millions d'iPhones et qu'il n'y ait pas une seule photo qui sorte avant. Moi je trouve ça incroyable. C'est la magie de la supply chain. Mais sur les fuites, finalement, c'est la magie de la paranoïa d'Apple. Oui, c'est vraiment mais au qui a été final instauré par Steve Jobs et qui continue. Tim Cook l'a dit, hein, il avait fait un mémo en interne il y a quelques mois en disant on va chasser impitoyablement tous les leakers, c'est-à-dire tous les fuiteurs volontaires. Et je pense qu'un employé Apple qui fuite, non seulement il se fait virer, mais en plus je pense qu'il part, il part avec des indemnités qu'il doit à la boîte. C'est clair. Mais tu te souviens de l'histoire de la légende de Steve Jobs, qui était qu'à l'époque, il était tellement parano qu'il faisait travailler différentes équipes sur des faux produits et qu'il leur donnait des bribes d'informations différentes, comme des leurres, pour essayer de voir d'où sortaient les fuites. Mais ça allait quand même très très loin. Et après, il y a une autre stratégie qui est plus pragmatique, en disant on va avoir des fuites, donc on anticipe. Je pense. Alors les Chinois ils font ça tout le temps, les Xiaomi, etc. Souvent les Honor. Sony fait ça avec son PSVR 2. Petit à petit, distille des informations, c'est du teasing finalement. Et même Google avec le Pixel 7, finalement ils ont diffusé les photos. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de fuite. Puisque maintenant, la fuite, ce sera simplement... Il n'y a pas de fuite. L'enjeu, ce sera la présentation. Oui, avec les détails techniques du produit. Oui, et puis même, on raconte l'histoire du produit. Mais finalement... On sait à quoi il ressemble nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on montre à quoi ça ressemble. Il y avait eu une grosse fuite quand même sur le Pixel 7. On en avait parlé dans De quoi je mêle. Je ne sais pas si tu te souviens de cet internaute qui avait commandé un Pixel 6 Pro et qui avait reçu un prototype de Pixel 7 Pro qui avait dû être désactivé à distance par Google quand ils se sont rendus compte du truc. Mais bon, mais je suis d'accord sur le storytelling, c'est effectivement. On a la marque du livreur ou pas? Sûrement Chronopost aussi. Sûrement Chronopost. Là, c'est pas moi. Hein. Vous avez vu, c'est pas moi. C'est con, pour une fois, ils avaient livré un truc. C'était pas le bon. Mais c'est dommage parce que ça casse quand même. Ça casse quand même l'effet de surprise, que c'était la force d'Apple, tu vois, à l'époque des iPhone 4 et tout ça, justement. C'était vraiment, t'avais la surprise, quoi. Le jour de la keynote, tu savais pas à quoi t'attendre. Et ça, maintenant, en fait, on n'a plus vraiment ça, à aucun moment. Oui, c'est vrai. Très bien. Voilà, on arrête des blagues sur Chronopost. Non, mais je le dis, c'est vrai que de temps en temps, on a des problèmes de livraison, ça arrive avec tous. Mais c'est vrai que, voilà, avec Chronopost, ça nous est arrivé quelques fois. Puisqu'on est sur Meta, restons-y. Parce qu'il y a un autre bad buzz, on va dire, concernant Meta, cette fois-ci sur quelque chose peut-être d'encore plus sérieux et grave, c'est les Reels, comme on dit, d'Instagram, qui ont été lancés pour contrer en fait TikTok. C'est pour copier et contrer TikTok, donc c'est le format, ça a été lancé il y a à peu près 2 ans, maintenant c'était popularisé depuis quelques semaines, et donc c'est vraiment le relais de croissance d'Instagram, c'est pour essayer de contrer TikTok avec ce format qui est avec du montage vidéo, de la musique, enfin c'est du TikTok copier-coller. Le problème, c'est que le Wall Street Journal a mis la main sur des documents internes qui montrent en gros par jour, j'arrondis, il y a en gros 20 milliards. Oui, non, mais il y a 20 milliards d'heures consommées, vues sur Instagram de Reels et 200 milliards d'heures sur TikTok. En gros, les Reels Instagram, c'est 10% de TikTok. Mon Dieu. Et parmi les Reels, ça c'est quand même assez intéressant, je pense que tout le monde l'aura remarqué, enfin tous ceux qui utilisent Instagram, parmi les Reels qui sont sur Instagram, un tiers, c'est des captures d'écran de Reels de TikTok. C'est-à-dire qu'on voit le stamp TikTok dessus. Et en plus, et Instagram, c'est pas bon, et Instagram qui est interrogé par le Wall Street Journal dit oui, mais on essaie de réduire leur visibilité. C'est-à-dire qu'ils disent même pas il y en a pas, ils disent ouais, enfin on fait ce qu'on peut pour essayer de limiter. C'est-à-dire qu'ils admettent que de toute façon les gens publient sur TikTok. Et d'ailleurs dans le papier ils interrogent des influenceurs, des TikTokers, etc. Ils disent bah oui, quand on poste une vidéo sur TikTok, on fait des centaines de milliers de vues. Sur Instagram, ça intéresse personne, personne regarde. Et puis on peut comprendre aussi, quand vous êtes créateur sur TikTok, faire une bonne vidéo sur TikTok, ça prend du temps. Le gars, il va pas s'amuser à la refaire en fait. Et c'est tellement plus simple de la prendre de son smartphone et de la reposter sur Insta finalement. Mais c'est tout à fait normal. Mais ça dit beaucoup sur la puissance de TikTok. Parce que c'est vrai que évidemment, elles sont vraiment beaucoup reprises sur les Reels. Sur Insta, on voit bien qu'il y a plein. Évidemment. Mais sur Twitter aussi. Sur Twitter, tu retrouves beaucoup de vidéos TikTok en réalité. Ça dit vraiment la puissance de. Et moi finalement, pour reparler du sujet précédent, je trouve que c'est quand même assez inquiétant pour Facebook qui, je me souviens, en juillet, a accusé quand même sa première chute de chiffre d'affaires et sa première grosse chute de bénéfices.
les deux axes quand même prometteurs de Facebook via Meta, c'est transformer Instagram. Là, Instagram, ça cartonne toujours, hein, on va pas aller pleurer pour eux, mais transformer Instagram pour rivaliser avec TikTok parce que ça va très vite. Bien Dans sûr. 2 ans, ça peut être complètement dépassé. Ça, c'est les Reels. Pour le moment, c'est un flop. Contrairement aux Stories qu'ils avaient copié de Snapchat qui a été un carton. Donc là, ils n'arrivent pas. Et l'autre angle de progression et l'autre angle d'évolution, c'est le métavers qui est quand même une énorme interrogation. Donc franchement, l'action Facebook, enfin l'action Meta a perdu, je pense, 60% de sa valeur. Je peux le comprendre parce que les investisseurs sur l'avenir, là actuellement Facebook, ça reste un mastodonte qui fait genre 40 milliards de chiffre d'affaires, il me semble, par trimestre sur la pub. Je dis peut-être une bêtise, mais enfin, on reste à des niveaux évidemment stratosphériques. Mais le problème, c'est que ça va tellement vite. Et là, que les 2 projets phares, pour le moment, ça semble être en très mauvaise posture pour vraiment arriver à passer le cap. Donc je me pose la question de la santé financière de Meta dans 2-3 ans. Bah, c'est vrai qu'ils ont, en tout cas, opérer une partie de leur avenir financier sur le métaverse, et que c'est un pari qui est très très hypothétique pour l'instant. Donc ça, c'est une certitude, ça va poser problème. Puis il y a une forme de, j'allais dire, de karma, de karma céleste là, parce que moi j'en ai un peu marre de tous ces réseaux sociaux qui se copient les uns les autres sans cesse. Et là on voit que la copie, en fait, ça fonctionne pas toujours aussi bien que l'original. Tu disais, Insta, ils ont copié Snapchat. Quand il y avait eu que le carton de Clubhouse, tout le monde s'est mis à copier Clubhouse. Là il y a BeReal qui fonctionne très très bien, la petite appli française dont on parlait l'autre jour. Ils font et Instagram va faire la double photo. Exactement, que se met à copier BeReal. Il y a un moment, voilà quoi, c'est bon, c'est aussi plaisant de se dire que la copie, ça fonctionne pas toujours. Ils innovent, voilà. En effet, voilà, on a bien gratiné Meta là. Comme toutes les semaines, non ? Comme toutes les semaines. Mais cela dit, moi, l'histoire de la fuite, c'était pas méchant. Tout à fait. Et puis moi, il me tarde vraiment de chausser ce masque vert de Meta parce que, enfin voilà, je suis curieux de voir quelles vont être les améliorations par rapport au précédent. Ouais, et moi, ça m'a intrigué. Tu vois cette petite ligne. Tu vois, c'est peut-être parce qu'on est la cible aussi, mais moi, ça m'a donné envie. Ah, moi, j'ai envie de sûr tester. Voilà. Autant je suis pas un fan, enfin, je suis pas très convaincu par le métavers. Autant la réalité virtuelle. Bien sûr. Il faut pas convaincre avec le métavers, qui est juste l'expérience qui existe depuis maintenant 10 ans. On verra bien. Ça peut être sympa. Ouais. En revanche, ça va faire mal. Hein. Moi, j'ai entendu dire, c'est des rumeurs, que le masque coûterait aux alentours des 1 800 €. Non. Ouais. 1800 ? Ouais. Donc, c'est pas avec ça qu'ils vont démocratiser le métavers. Encore une fois, c'est peut-être une fuite. Finalement, il sera qu'à 999. Mes sources sont plutôt bonnes. Ah. Bon. Mais bon, on verra. Peut-être que d'ici là, on aura une bonne nouvelle. Parce que n'oublions pas que tout le coût des composants augmente. On l'a vu avec l'iPhone qui coûte plus cher que l'année dernière, etc. Donc la parité euro-dollar, tout ça fait que les produits high-tech augmentent. Et peut-être qu'au départ, ils devaient coûter 1005. Et là, maintenant, ils passent à 1008. Ouais. Tiens, justement, puisqu'on parle d'iPhone, un mot rapide pour vous expliquer que ça y est, l'iPhone sort aujourd'hui, vendredi. Les iPhones, sauf le Plus, le 14 Plus, qui sort un petit peu plus tard. Qui arrive le 7 octobre, je crois, début octobre. Voilà. C'est ça. Et que d'ores et déjà, sur la plateforme Tech & Co, on a testé les deux. Voilà, vous avez tout testé. Mélinda, d'Avant Soulas, a testé les deux. Voilà. Et les tests sont très sympas, hein, avec un petit goût amer quand même. Hein, ça dépend duquel on parle. Enfin, si, goût amer de toute façon pour le prix. Goût amer pour le compte bancaire, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Si on parle de l'iPhone 14, en fait, on peut aller vite. Pour faire simple, oui, il y a du vrai mieux en photo. Alors, c'est le même que l'iPhone 13 avec un appareil photo, on va dire, un peu meilleur, notamment en basse lumière. Il y a du vrai mieux quand on compare les deux. Maintenant, c'est un téléphone qui est à 1019 € versus 909 € sur l'iPhone 13, qui est totalement identique à part ça, et qui va sûrement baisser avec, on a le Black Friday qui arrive, etc. Ouais. Donc c'est vrai que dans le papier, on dit honnêtement, à moins d'être vraiment, d'avoir vraiment envie d'avoir le dernier, le 13 est une très bonne affaire. En gros, pour faire simple, je crois qu'on a titré l'iPhone 14, c'est l'iPhone qui va vous faire aimer l'iPhone 13. Quoi. Finalement, c'est le meilleur atout de l'iPhone 13, le meilleur argument. Donc un iPhone 13. Que Tim Cook nous fasse encore un coucou par visio. Non, mais il le sait. Mais ils le savent. Mais je pense que sur l'iPhone 14. Ou alors il va nous faire un geste. Qui ne sera pas le bienvenu. Welcome France. Non, mais justement, d'ailleurs, quand on arrive sur le site d'Apple.fr, ils mettent directement l'iPhone 14 Pro. Moi, je pense que c'est l'iPhone 14 Pro qui va cartonner. Pour l'Europe, en tout cas, ils ont un peu sacrifié l'iPhone 14. Autant aux US, c'est le même prix qu'avant, l'autre ABC, machin. Pourquoi pas, mais en Europe, c'est difficile de le recommander, à moins qu'il y ait une baisse de prix par la suite. Mais là, c'est difficile de le recommander. Bien sûr. Par contre, une fois qu'on a mis ça de côté, l'iPhone 14 Pro, lui, honnêtement, il remplit les promesses. Alors oui, il est plus cher.
c'est clair. Il est à 1200, 1300 et quelques, je crois. 350 ou 1400, 1340, je crois qu'il est à 1329. Ouais, 1300. Et que l'iPhone 13 Pro était à 1159, donc quand même une grosse hausse de prix. Par contre, j'ai la chance de pouvoir un peu l'avoir m'amuser en main, avec. ouais, bien sûr. Par contre, en photo, franchement, ça Et tire ses gros promesses. gap par rapport au 13 Pro. Alors, bon gap par rapport au 13 Pro. Parce Si on que a le 13 Pro, j'ai lu des articles américains qui disaient, bof, finalement, le 48 mégapixels, oui, c'est un peu mieux, mais bon, c'est que vraiment les aficionados de la photo. qui verront la différence. C'est le cas. Ouais, Si tu regardes sur un format smartphone, déjà, tu regardes sur ton écran, tu ne verras pas la différence. Ouais. Ce qu'il faut, c'est regarder sur un écran plus grand. Bien sûr, où là, Donc, tu auras soit- plus de résolution. Voilà, donc c'est par exemple, si tu veux imprimer tes photos, là, tu vois la différence. Si Ouais. c'est pour publier une story, Mais qui imprime ces photos Bah, c'est aujourd'hui? ça, Mais ouais. bon. non, mais voilà. Mais Ouais. si tu veux plus. Par contre, les capteurs en basse lumière et tout, c'est vraiment très bon. Après, c'est intéressant pour cropper les photos, ce Oui. 48 mégapixels. C'est-à-dire Ouais, que tu ça, c'est peux pas mal. zoomer dans la photo D'ailleurs, et la puis après, recentrer sur détourer, quelque chose sans avoir les pixels qui Exactement. apparaissent tout de suite. Donc ça, Et- c'est pas mal. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font avec le zoom, puisque maintenant on a un niveau de zoom supplémentaire qui s'est intercalé entre le 1 et le 3. On a un x2 Ouais. qui est justement fait en croppant comme ça au milieu. Donc vraiment, après, moi, le coup de génie d'Apple, c'est l'encoche qui devient Oui, l'îlot cette petite, dynamique, la c'est Dynamic ça. Island, qui est vraiment à l'usage, je trouve, absolument génial. Donc c'est l'encoche comme ça, qui est une espèce de petite pastille allongée qui va se transformer pour intégrer, soit, je sais pas, si on utilise le GPS, on va avoir le GPS à droite, on écoute de la musique, on a le petit morceau à gauche. Enfin, vraiment, c'est Ouais, ça, c'est un classe. coup de Ouais, c'est génie. malin. Ouais, bien sûr. Ça, c'est très très malin. Donc ça vaut le coup. On avait le 13 Pro, pas forcément indispensable. Mm. On est vraiment geek. Enfin, le 14 Pro dans l'absolu, si on met de côté le prix qui augmente, moi je dis carton plein. À retrouver donc sur bfmtv.com. Vous allez sur BFM Tech, en fait, la tech, Vous les l'onglet trouverez tech. Et assez vous- facilement. Et et on a vous même trouvez d'ailleurs une Tech & Co. catégorie test. Exactement, et vous allez voir que de plus en plus il y aura des tests produits dans cet univers. L'objectif, c'est qu'on puisse vous aider à choisir vos produits. Anthony, tiens, on va parler de Ubisoft qui s'allie à Netflix. Ça aussi, c'est intéressant parce que on voit que Netflix est dans une position un peu délicate avec des hémorragies d'abonnés, une offre financée par la publicité qu'ils avaient reniée pendant de nombreuses années et que là, ils lancent vont un y peu venir. par obligation parce que Disney Plus commence vraiment à leur coller au basque, on va dire, pour rester poli. Et donc, ils essaient malgré tout toujours d'accélérer sur le jeu vidéo, C'est ça. qui est un peu leur deuxième panier en quelque Leur sorte. relais de croissance, Leur on va relais de dire comme croissance. ça. Ils essayent de diversifier un petit peu, enfin d'étoffer un petit peu leur offre. Mais enfin, cette offre de jeux vidéo qui existe en fait depuis un an, aujourd'hui, personne ne la connaît. Faut Je crois être que c'est très clair. 1% des T'as utilisateurs. 1% des Ouais, c'est ça, utilisateurs, hein. exactement, qui font appel. Enfin, moi, j'ai fait un test autour de moi quand j'ai proposé le sujet en fait dans la rédaction. Personne ne savait que Netflix proposait des jeux vidéo, et c'est vrai qu'il faut aller le chercher, le petit onglet, etc. Après, c'est des jeux qu'il faut télécharger, des jeux mobiles qui vont s'appuyer notamment sur des grosses franchises. Il y a du jeu Stranger Things, ce genre de choses. Mais là, c'est vrai que Ubisoft va. En tout cas, ça va être l'objectif, donner un petit peu de visibilité, un petit peu de souffle, muscler un peu cette offre de Netflix, puisqu'ils ont annoncé donc 3 jeux exclusifs pour Netflix, dont un Assassin's Creed, donc évidemment franchise adorée des joueurs. Tout ça va sortir l'an prochain notamment, et ça devrait quand même donner un petit peu d'intérêt à cette offre de jeu qui est très importante en fait d'un point de vue stratégique pour Netflix. C'est que le patron et fondateur de Netflix, Reed Hastings, l'avait dit lors d'une interview, et c'était assez frappant comme phrase. Il dit mon principal concurrent, c'est pas Amazon Prime, c'est Fortnite. C'est-à-dire que dans la bataille pour le temps d'écran ou le temps de cerveau disponible, on pourrait dire quasiment, et ben le temps passé manette à la main, c'est pas du temps qu'on passe à binge-watcher des séries, pour le dire simplement. Et globalement, comme les journées ne font que 24 heures, eh bien il faut se battre pour aller capter à la fois cette audience-là, et puis pourquoi pas proposer ses propres jeux vidéo pour pouvoir attirer du monde, sachant qu'en plus on parlait d'Assassin's Creed de manière, alors ce sera pas le même scénario ni rien, mais apparemment il y a une série Assassin's Creed qui va sortir aussi sur Netflix, donc voilà, tout ça va bien se goupiller, et c'est vrai qu'Ubisoft, donc voilà, c'est la pépite française du jeu vidéo, donc ça va faire du bien probablement à Netflix pour muscler un peu son offre. Oui, voilà, on verra après si c'est toujours du casual comme c'est le cas, ou est-ce que c'est des jeux avec un petit peu plus de profondeur. Assassin's Creed, normalement, c'est un peu plus. Oui, un mais peu après plus tout dépend. triple A, Ça peut être aussi plus, tu une vois, déclinaison. une déclinaison fastoche, quoi, avec moins de profondeur que les jeux qu'on a Sachant sur que l'avantage arcade, des jeux Netflix, sur console. c'est que ce sont des jeux gratuits pour l'instant, alors que les Assassin's Creed. Ils sont inclus. Alors que vous avez vu, en plus, le patron d'Ubisoft là, a dit que sur les jeux AAA,
Donc les jeux de très haute qualité, il allait falloir s'habituer au tarif 80 €, ça c'est la nouvelle norme, c'est ce qu'il a dit. C'est plus 70. C'est plus 70, c'est 80. Donc, Allez, voilà. L'inflation là aussi. L'iPhone Mais- augmente, les prix des jeux augmentent. La PlayStation, la PS5 a augmenté aussi. Voilà. Oui, 50 €. C'est chaud, hein. Ouais. Mais ça, en fait, ça donne encore plus de corps en fait à toutes ces offres d'abonnement de jeux. C'est Bien vrai, hein, quand tu vois que aujourd'hui Microsoft cartonne avec son Xbox Pass, là, Game Et Pass, le PlayStation Plus. et le PlayStation Plus qui, il y a des bons trucs aussi. qui commence C'est- aussi à c'est- cartonner, c'est clair. hein. Et sur Steam aussi. Mais c'est Et intéressant, sur je trouve. Steam, bien Ouais. évidemment. Alors Steam, c'est les bah, précurseurs en quelque sorte. Puis là, on a toujours des pépites si on a C'est le clair. temps de chercher des Ah oui, pépites oui, à des 2, jeux 3 indés euros. qui sont superbe. superbes. Mais en tout cas, moi, je trouve ça intéressant la convergence entre l'industrie du jeu vidéo et l'industrie du cinéma, de l'audiovisuel, enfin des séries, parce que finalement, ils se rendent service. C'est-à-dire que Ubisoft fait du Assassin's Creed. Derrière, Netflix fait la série Assassin's Creed. Ça veut dire que ça renforce évidemment Ah, bien l'aura sûr, bien sûr. de la série. Donc ça rend service à Sauf Ubisoft si tu derrière. plantes la série. Sauf si tu fais Je une suis pas série sûr, bidon, je quoi. suis Ah, pas ils avaient sûr. fait un film qui était vraiment nul, hein, Assassin's Creed, il y a quelques années. Non, mais je et ça pense va abîmer à ça va The abîmer la Witcher, par franchise. exemple. Ah oui, The Witcher, ouais, Tu c'est vois, différent. non, mais si tu veux, tout ça se nourrit. Le jeu vidéo, ce qui est intéressant, c'est qu'avant, on avait le film. Je me souviens, dans les années 90, Jurassic Park et tout. Puis on avait le petit jeu vidéo qui était presque un goodies. GoldenEye. C'est ça. Alors GoldenEye, GoldenEye là, sur là, Nintendo voilà, 64. voilà, oui. c'était plus qu'un goodies. Ah, c'est un Waouh. chef-d'œuvre. Ouais, c'est un Ah là là, chef-d'œuvre. ce jeu Mais incroyable. aujourd'hui, on a à la fois le jeu Ça. vidéo qui va créer la série. Et d'ailleurs, la série qui devient plus importante que le film au cinéma. Ouais. Et finalement, tout ça est en train de s'imbriquer. Et une franchise, en fait, ça devient un peu méta-univers. C'est-à-dire que c'est à la fois une série, une franchise, c'est à la fois du jeu vidéo et de la série. Donc ça a totalement du sens. Et en tout cas, Netflix, c'est l'un des acteurs principaux à pouvoir faire ça, avec Amazon aussi, évidemment. Ouais. Et Ubisoft l'avait bien compris, parce que Yves Guillemot, le patron et fondateur d'Ubisoft, l'avait dit ça, mais il y a des années, moi je me souviens très bien, hein, dans une interview qu'il nous avait donnée, qu'il allait avoir une convergence de plus en plus grande et qu'en gros le jeu vidéo de demain, donc celui d'aujourd'hui, serait en fait un film dans lequel on joue. Et en Ouais. fait c'est ça, si tu veux, la barrière entre les deux, elle devient de plus en plus fine. Intéressant aussi de voir Ubisoft, je le dis en un mot, mais que vous avez vu la prise de participation de Tencent, Oui. Tencent qui monte au capital et qui pourrait, dans quelques années, en tout cas, ils prennent une option sur un rachat potentiel d'Ubisoft d'ici quelques années. C'est intéressant aussi de voir les grandes manœuvres qui continuent dans Oui. le monde du jeu vidéo, on en parle Et les régulièrement. mais investissements chinois les investissements qui chinois, se sont Tencent, accélérés avec De Vialet notamment aussi. cette oui, aussi, semaine. ouais, c'est vrai. C'est vrai, étonnant hein, absolument. de voir que voilà, nos pépites françaises intéressent. Ouais. Je sais pas s'il faut s'en inquiéter, mais Et ben, moi, je trouve qu'il faut être quand même assez vigilant. Bah, Parce c'est ça. que- Bah, comme les entreprises chinoises sont scrutées de près, bah, ils ont une autre stratégie, c'est qu'ils disent on investit dans des entreprises occidentales. Ouais, Bah là, c'est tu l'as ça. vu dans le jeu vidéo, hein, en quelques semaines, tu as eu Quantic Dream qui a Ouais. été racheté par NetEase, qui est un concurrent de Tencent, qui est moins connu que Tencent, mais c'est un gros groupe chinois. Tencent qui effectivement monte au capital d'Ubisoft. Il faut rappeler que Tencent, c'est la plus grosse entreprise mondiale de jeux vidéo. Ils ont déjà Riot Games, c'est l'éditeur de League Bien of sûr, Legends. Ils bien ont sûr. 40% d'Epic Games, c'est l'éditeur de Fortnite. Ils ont Supercell. Donc ils ont des têtes de pont en fait sur tous les Mais bien continents. sûr, Mm. c'est monstrueux. Et donc c'est- Ubisoft, ce serait aussi une magnifique pépite, un magnifique trophée supplémentaire à ajouter à leur collection, même si ce sera possible d'ici quelques années. Et alors De Vialet, vous les connaissez, hein, c'est cette marque de hi-fi très haut de gamme française. Et donc il y a eu cet investissement de 50 millions de dollars de la part d'un investisseur chinois secret. On ne sait pas qui c'est. Ouais. Alors voilà, Enfin, il fait partie des investisseurs. il fait partie des investisseurs. Ouais, c'est ça. Mais bon, enfin voilà. C'est un grand fabricant de semi-conducteurs, je crois. Oui, de mais semi-conducteurs et de de retour MEMS. haptique Ouais, aussi, c'est je ça, crois. exactement. Et de MEMS. Mais effectivement, ils veulent pas donner le nom. Bon. C'est bizarre, ça d'ailleurs. Bah, écoute. Qu'est-ce que ça change, qu'on sache ou pas enfin bref. Dans l'actualité aussi, c'est la patronne de SpaceX qui est venue en France, à Paris, qui a répondu aux questions de quelques journalistes. C'est pas n'importe qui, hein. C'est la numéro 2 en fait, il y a le numéro 1, forcément c'est Elon Musk, elle est juste en dessous, et elle a annoncé pas mal de choses concernant Starlink. On va peut-être pas revenir là-dessus, mais une offre entreprise, etc., avec des baisses de prix, voilà, et puis Starlink qui marche, hein. Ce qui est intéressant, c'est la vision un peu plus long terme de SpaceX pour le tourisme et le voyage en quelque sorte. Ouais. Donc Gwynne Shotwell, hein, c'est son nom, et effectivement, elle en a dit un petit peu plus sur les ambitions de SpaceX. Alors en fait, elle est revenue sur un projet qui avait été annoncé par Elon Musk dès 2017. Il avait évoqué cette idée
qu'on pourrait utiliser les fusées SpaceX, non pas seulement pour aller ramener l'homme sur la Lune, conquérir Mars, mais qu'on pourrait s'en servir aussi pour faire des vols long courriers. C'est-à-dire que pour faire un Paris-New York, plutôt que de prendre un avion, tu prends une fusée. Voilà. Et il l'avait évoqué en 2017, et là, Gwynne Shotwell en a remis une couche en disant, oui, d'ici 5 ans, ce sera possible, on est en train de travailler dessus, et on pourrait imaginer, par exemple, un Paris-New York en 1 demi-heure chrono. Waouh. Et alors, faut détailler un petit peu comment ça se passe, qu'on voit la vidéo derrière nous, donc c'est la vidéo promotionnelle qui avait été publiée par SpaceX il y a quelques années. Donc en gros, le principe, c'est tu vas sur un pas de tir, parce que c'est pas un aéroport, évidemment. Donc là, c'est une fusée. C'est une fusée. Tu montes dans une C'est fusée. la fusée quoi. Starship, en fait. C'est vraiment leur fusée vedette, celle dont on parle à chaque fois. Donc tu montes dans la fusée. Tu t'accroches bien, parce que décollage à la verticale, hein, quand même, c'est une fusée. Donc, non, tu pars en vacances, tu es en fusée quand même. Donc le truc décolle, sort de l'atmosphère, fonce à 27 000 km/h, arrive au-dessus de sa cible, entre guillemets, donc les États-Unis par exemple, ratterrit à la verticale. Et voilà, t'es arrivé, t'as mis 1 demi-heure, donc 30 minutes pour un Paris-New York, 50 minutes pour un Paris-Sydney, donc n'importe quel point du globe, en gros, en moins d'1 heure. Ça, c'est la promesse d'ici 5 ans. Alors, promesse muskienne, j'allais dire. Donc, tu sais, t'as toujours ces trucs entre les calendriers d'Elon Musk qui sont souvent très optimistes. Voilà. Juste un Paris-Sydney, c'est 18 heures de vol, hein, quand même. Hein. Et depuis peu, on peut le faire sans escale avec des avions de nouvelle génération, avec des long range. Je crois que c'est des A350 qui font ça. Mais c'est 18 heures. Vous vous rendez compte, on passe de 18 heures à 50 minutes. Ouais. Incroyable. En fait, le truc, c'est que t'as le projet de fusée. Il y a plein de projets de nouveaux Concorde qui sont en train d'arriver sur le marché aussi. Oui. Tu as aussi les travaux sur les avions hypersoniques. Alors, je ne sais plus si c'est American Airlines ou United qui s'intéresse justement à un super avion supersonique. Le Boom, non, c'est ça Je sais plus, mais ils investissent beaucoup d'argent pour évidemment toucher une clientèle très très haut de gamme. Bien sûr. Qui pourrait, alors là, on n'est pas sur cette durée-là parce que c'est un avion supersonique, on va dire normal entre guillemets. C'est 3 heures pour un vol. Voilà, on aurait le temps de vol d'un Concorde en quelque sorte. Raphaël. On est en train de dire qu'il faut faire attention à la planète, qu'il faut limiter l'avion. Et on nous sort des fusées, Raphaël. Et on nous sort des fusées. En plus, j'y crois pas du tout. Je veux dire, qui va croire que le luxe, ça va être de prendre un ferry pour aller, du coup, à Paris, ça va être, je sais pas, au Havre. Faut aller, je sais pas où faut aller sur le pas de tir. Oui, parce que avis, on va pas le mettre sur la Seine. Dans le 15e, hein, je crois. Non, on va pas le mettre sur la Seine. Non, mais expliquons qu'aujourd'hui, ces pas de tir sont des plateformes qui flottent. En mer. Ils veulent faire des plateformes terrestres aussi, c'est ce qu'ils expliquent. Ah oui, d'accord. Mais bon. Mais honnêtement, ça serait plus pratique en fait. Ah oui. Non mais je vois pas le sens du truc en fait, c'est-à-dire qu'en plus au niveau confort, on est dans une fusée, donc j'ai du mal à comprendre déjà la réalité de ce truc-là et même l'intérêt. Honnêtement, moi j'y crois pas une seconde. Il y a des promesses auxquelles à mon avis il faut pas trop croire. Il y a des promesses qui sont bien plus intéressantes. Moi, je crois bien plus à SpaceX comme fournisseur de la NASA. Je crois bien plus à Starlink. Mais par contre, l'idée... En fait, c'est pas ça. C'est le Paris-New York en 30 minutes. Moi, ça me rappelle toutes les promesses sur Hyperloop où on disait on va relier telle ville à telle ville en 15 minutes. Vous allez être, je sais pas moi, de Los Angeles à je sais plus quelle ville. C'est des promesses qu'on voit en fait depuis 20 ans. À chaque fois, on a toujours des boîtes qui disent dans 5 ans, vous ferez le tour de la planète en 2 heures, etc. Honnêtement, moi j'y crois pas du tout. Et j'y crois d'autant moins que si un jour techniquement c'est possible, ce sera plus viable économiquement et ce sera plus acceptable en fait de faire ça. Et en fait j'ai du mal à comprendre qu'on dise à la fois je veux sauver la planète avec la voiture électrique et à la fois je vais offrir un service de Paris-New York en 30 minutes. Oui mais regarde, il fait déjà, SpaceX veut aussi faire du tourisme spatial et c'est exactement la même logique. Oui mais c'est la même contradiction. Voilà. Mais c'est la même contradiction. Alors moi je suis peut-être un petit peu plus nuancé que toi parce que je pense qu'il y a une clientèle de gens très fortunés qui seraient prêts. Alors, on n'aurait pas des navettes Air France toutes les demi-heures, hein, c'est clair. Mais tu vois, Paris-Bordeaux, ça m'intéresse. En 4 minutes. En 4 minutes, ouais. Alors, il ne faut pas que tu te trompes de fusée. Parce que si tu arrives à Sydney, tu es un peu dans la merde quand même. Oh, tu reviens, c'est que 50 minutes. Après, c'est pas grave. Je me suis trompé. non, mais je pense qu'il y a une clientèle très aisée qui se crée. Parce que ça doit être quand même assez incroyable de participer à cette aventure. Après, il faut voir les degrés de sécurité. Alors, quand on voit la fusée de Jeff Bezos exploser, parce que l'espace, c'est une autre histoire quand même. C'est une technologie qu'on maîtrise encore moins bien que le transport aérien traditionnel. La question de la sécurité, la question du prix, la question de la faisabilité technologique, mais ça... la promesse de traverser la planète en quelques minutes, c'est tellement séduisant que s'il y arrive, ça va être un business. Et c'est là que je voulais en venir, c'est que je pense que ça peut être une source de revenus pour SpaceX beaucoup plus importante que l'espace.
finalement. Parce que Je sais s'il pas, ça. arrive à créer un réseau comme ça de plateformes, etc., peut-être que dans 50 ans, quand la technologie sera vraiment mature, voilà, on sera Ouais, sera alors, peut-être bah plus après, il y a nombreux quand à même la prendre ce question type de la choses. consommation d'énergie, du bilan Bon, carbone après, et tout s'ils qui va trouvent être, des modes de qui va être combustion compliqué. qui soient moins C'est ça, polluants, voilà. je sais pas. Peut-être, l'enjeu, il est peut-être aussi, là. peut-être aussi. Et aussi en termes de confort pour Non, les mais passagers, moi- parce que la question c'est est-ce qu'il faudra faire une Oui, formation de cosmonaute bien sûr. façon Thomas Pesquet pour pas vomir ton petit déjeuner Tout quand à tu fait, prends la ouais. fusée, Non, tu mais vois. c'est pour ça. C'est Moi, aussi une question. moi, Après, c'est l'échéance l'intérêt, c'est que tu fais un vol comme ça, tu as un lifting gratuit. Ça, c'est cool, t'es comme ça, tu Ouais, t'as les ressors. lèvres qui se défait au freinage, du coup. Ouais. C'est dans l'autre sens. après. Ah oui, c'est ça. Non, mais moi, c'est vraiment l'échéance. 5 ans, ça me paraît. Non, mais c'est ça. c'est Alors, Ouais, ridicule. moi, puis je suis 5 ans, d'accord avec toi. ça C'est paraît ridicule. compliqué. Je suis d'accord Alors sur le peut-être qu'il y aura un calendrier. premier vol expérimental dans 5 ans, mais ça sera pas. Mais c'est le ça sera pas spécialiste grand des public. calendriers optimistes, de toute façon. Elon Musk, qui dit conquête de Mars en 2024, enfin mission habitée vers Mars, là, ça commence à devenir quand même un peu Oui, chaud. c'est Il nous clair. avait promis des robotaxis sur les routes pour 2020, 1 million de robotaxis, on les attend toujours, donc effectivement. Non, mais Après, voilà. c'est vrai, mais par contre, Mais je suis d'accord, mais ouais. sur le timing de la promesse. En revanche, sur la promesse elle-même, Elon Musk a quand même montré Oui, que, oui, oui, oui. enfin, voilà, il fait des Oui. vrais trucs, quoi. Tu vois, Ouais. Tesla, ça roule, Oui. SpaceX, Oui, ça ça va, roule, atterrit. mais des Bah, voitures. quand même, Oui, mais on si. savait faire rouler une voiture avant. Je remets pas en cause ce qu'il Non, fait, mais- mais ce que je veux Non, mais dire, c'est que. SpaceX, c'est fort quand même. Non, mais voilà, c'est moins novateur. Non, mais SpaceX, il fait atterrir des fusées quand même. Voilà, Non, il mais avait bien dit. sûr. et- Non, non, mais je parle de faire un transport pour aller d'une ville à un autre en passant par une fusée. Ça, c'est un peu plus novateur, on va dire. Donc, je pense que l'enjeu là, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais voilà, le calendrier, pour moi, j'ai peur que ce soit une promesse à la Hyperloop. Ça, c'est possible. Voilà. Il nous reste 2 minutes. Peut-être. Un mot. Non, peut-être effectivement, parce que Hyperloop, on a su, et Elon Musk Eh l'a ben dit oui. depuis, que c'était en fait du bidon. Quand il a présenté le projet Hyperloop, c'était pour couler le projet de TGV C'est ça. qui était en train de s'implanter en Californie. Et donc Incroyable. il a lancé cette idée en l'air en disant aux entrepreneurs, bon bah je vous lance le truc, débrouillez-vous avec ça. Débrouillez-vous. Mais Ouais. c'était pour couler en fait un vrai projet industriel. Donc là Ouais. peut-être que c'est pour couler l'industrie Pour aéronautique. couler le ou je- nouveau Concorde. ou le nouveau je sais Concorde dont on parlait exactement. On sait Ouais, ou alors peut-être un nouveau levier de croissance pour le concept SpaceX aussi. pas. Peut-être. À voir. pas. Oui, oui. Juste un mot, puisqu'on parle d'Elon Musk, terminons avec lui sur en fait, la saga Twitter Elon Musk. Visiblement, ça s'accélère un petit peu. Vous savez que là, on est rentré dans une procédure judiciaire parce que Elon Musk ne veut plus racheter Twitter. Twitter veut que Elon Musk rachète Twitter. Enfin bref, personne ne s'entend dans cette histoire-là. Et il y a un lanceur d'alerte qui est en train de faire l'arbitre de tout ça. Ah, c'est en quelque incroyable. sorte. Ouais, c'est fou cette histoire aussi. C'est en fait, donc il s'appelle Peter Zatko, c'était l'ancien chef de la sécurité enfin, cybersécurité évidemment chez Twitter, qui a été viré en fait il y a quelques mois. Et qui est un ponte de la sécurité. Alors ouais, c'est qui a vraiment un une pointure. CV, mais alors, C'est une pointure. franchement, C'est une pointure. Et en fait, il s'est transformé en lanceur d'alerte. C'est-à-dire qu'il a écrit un dossier de 200 pages qui explique toutes les failles de sécurité de Twitter et elles sont béantes, en tout cas à l'écouter. Et il était entendu par le Sénat américain là, cette semaine. Et c'est vrai qu'il a fait un petit résumé. Franchement, allez voir si vous avez le temps. Il y a le dossier de 200 pages, pas forcément, mais en tout cas, je vous en ai fait quelques petits extraits. Et c'est vrai que c'est assez frappant. Alors, ne serait-ce que sur la sécurité informatique de Twitter, donc il explique qu'il y a plus de la moitié des 500 000 serveurs de Twitter qui tournent sur des logiciels dépassés, pardon, je traduis en même temps, donc dépassés technologiquement, qu'il y a des failles de sécurité qui sont énormes. Il y a beaucoup de serveurs, par exemple, qui ne reçoivent même plus de maintenance de la part du fournisseur parce que les softwares sont tellement vieux. Le fait de compter les faux utilisateurs qui étaient, vous savez, Oui. le gros problème avec Elon Musk. Elon Musk disait il y a plus de 5%. C'est le point bloquant. C'est le point bloquant. Twitter dit il y a 5% de faux comptes. Elon Musk dit il y en a beaucoup plus. Zetko dit il compte n'importe comment. En fait, il y en a beaucoup plus. Ah d'accord. Donc, voilà. lui, il va dans le sens. Ah oui, il donne vraiment du grain à C'est moudre. la meilleure arme d'Elon Musk. Ah oui, Oh là c'est là. vraiment Alors, l'arme ils ont bien fatale. précisé, d'ailleurs, c'était dans le papier de CNN, la première révélation, c'était CNN. Ils ont bien précisé, c'est important, ils ont bien fait d'ailleurs, qu'il n'y avait aucun contact entre Elon Musk et ce lanceur Absolument. d'alerte. Parce qu'ils ont un intérêt qui est tellement du pain béni Concomitant, pour Elon ouais, Musk. c'est sûr. Évidemment, on pouvait se poser la question. Bon, ils l'ont bien précisé. Ce que honnêtement, je peux croire hein, d'ailleurs, parce que je pense que c'est un type qui est extrêmement respecté et on peut croire ce qu'il dit, même si ça changerait au fait qu'Elon Musk a fait semblant de se poser la question après. Ça, bien sûr. Ouais, C'est là Non, où mais il y ça a- reste hypocrite. C'est sûr. Mais et ça va, juste pour finir sur les trucs un peu délirants, ce qu'explique aussi Peter Zetko, c'est qu'en interne, chez Twitter, il y aurait des espions étrangers qui seraient infiltrés en fait dans les effectifs et qui travailleraient pour le service de puissance étrangère. Apparemment, il y aurait eu des tips de la CIA en interne pour alerter la direction de Twitter de ce problème. Donc ça va quand même très très loin. Sachant Ouais, qu'il explique que 4000 salariés, tous les ingénieurs, Mhm. ce qui représente la moitié des salariés de Twitter, ont accès
à toutes les informations privées de tous les comptes. Mon Dieu. Donc s'il y a évidemment des espions parmi ces 4000, ils ont accès à tout. Ouais, on va voir comment va se terminer cette histoire-là, mais Faudra suivre on a, ça, on, c'est on a hyper l'impression que Elon Musk est en train de gagner des points face à Twitter quand même là. Parce que rappelons qu'il y a 44 milliards de dollars en jeu, puisque c'était la somme que Elon Musk était prêt à débourser pour acheter Et Twitter. potentiellement des milliards d'indemnités. Des milliards d'indemnités. Bien voilà, Club de la Presse IT bien riche. Merci à tous les deux. Merci Raphaël. Merci François. Raphaël Grabli, donc rédacteur en chef adjoint de Tech & Co, et Anthony Morel, donc, que vous retrouvez bien sûr sur BFM Business et RMC tous les jours. Vous restez avec nous, on va rentrer dans le dur. De quoi je me mêle, c'est aussi un rendez-vous pour les geeks, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Et là, on va décortiquer l'USB avec Lionel Paris, que je vous présente dans un instant et qui va tout nous expliquer. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.